Salut, aujourd'hui je vais m'attaquer à un sujet très demandé qu'est Photoshop. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à avoir peur de ce logiciel, j'ai moi-même eu ce frisson la première fois que je l'ai ouvert et que j'ai absolument rien compris à ce qui se passait à l'écran. Mais, si on décortique bien les essentiels de ce software, on réalise que c'est pas si compliqué que ça et qu'il est même au final plus agréable à utiliser que d'autres logiciels un peu moins complets. Et pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, c'est un logiciel de dessin et de retouche photo développé par Adobe et c'est celui qui a longtemps dominé dans le monde de l'art numérique, bien que maintenant il ait un petit peu de concurrence. Pour autant, je crois que c'est encore le plus utilisé dans le monde de l'art professionnel. Sans plus tarder, ouvrons Photoshop. On a donc nouveau fichier qui nous permet d'ouvrir un nouveau fichier. En dessous, on peut ouvrir un fichier précédemment créé. Et au milieu, on a tous les fichiers sur lesquels on a déjà travaillé et qu'on a déjà ouvert dans Photoshop, et ce, dans un ordre chronologique. Nous, on va cliquer sur Nouveau fichier, entrer un titre et mettre les dimensions. Alors, les dimensions de l'image, c'est très simple. On va y entrer la longueur et la largeur de notre fichier. Et on peut choisir notre unité de mesure en pixels, en centimètres, en pica. Bon, les centimètres, c'est très bien. Ensuite, la résolution ou le DPI, c'est le nombre de pixels qui vont constituer un pouce. Alors, si on travaille en pixels, on s'en fout un petit peu. Mais si on travaille avec une unité de mesure physique, comme le centimètre ou justement le pouce, et qu'on souhaite imprimer notre œuvre d'art, la résolution va définir le nombre de pixels qui vont apparaître dans un espace physique, quand les dimensions vont définir la taille de cet espace physique. Généralement, on va choisir 72 dpi pour une image que l'on va garder dans un espace numérique, quand on va mettre 300 dpi pour une image que l'on souhaitera imprimer. Personnellement, je reste tout le temps à 300 au cas où. Et en parlant d'impression, en dessous, on a l'espace colorimétrique. Ici, j'ai sélectionné RVB parce que c'est le format de base pour une image numérique, mais notez bien que pour une impression, on favorisera le CMJN. Mais qu'est-ce que c'est que l'espace colorimétrique, vous me direz? Pour vulgariser, c'est une palette dans laquelle vous allez piocher les couleurs que vous utiliserez pour créer votre image. Dans Photoshop, on va choisir généralement entre RVB et CMJN, et pour faire court, la palette RVB propose une gamme plus large de couleurs que la CMJN, qui elle est limitée de manière à correspondre à ce qu'une imprimante est capable de retranscrire, et donc pour éviter les mauvaises surprises lors de l'impression. Ensuite, on a le nombre de bits. C'est pas ce que vous pensez. Les bits, si je dois vulgariser, c'est à quel point votre palette est capable de nuancer les couleurs. Plus le nombre est élevé, plus les nuances seront précises. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà un dégradé en 8 bits. C'est plutôt fluide, on ne sent pas de démarcation entre les couleurs, mais par contre, si je passe ce dégradé en 4 bits, on va remarquer, si on zoome un petit peu, un tramage. Tout simplement parce que le 4 bits ne propose pas assez de nuances de couleurs et donc va être obligé de tramer pour créer des dégradés. A l'inverse, si on passe sur du 16 bits, ce que YouTube ne me permettra pas de vous montrer parce qu'ils acceptent que du 8 bits au maximum, on va se retrouver avec des dégradés vraiment fluides. Mais bon, le 16 bits c'est un peu plus dur à assumer pour beaucoup de PC, donc on va essayer de favoriser le 8 bits qui généralement suffit largement. En dessous, on a la couleur de l'arrière-plan. Généralement, on la laisse blanche, mais on peut également la mettre transparente, ce qui nous mène à un sujet très important dans Photoshop qui est la couche alpha. La couche alpha, elle va définir l'opacité de votre image, mais également où est-ce qu'elle est opaque ou non et à quel point. Elle peut être représentée de la manière suivante. Une image en nuance de gris, voire en noir et blanc. Plus un point sera clair, plus il sera opaque, plus il sera foncé, plus il sera transparent. Et cette couche, une fois appliquée à notre image, ça va donner ça. Vous voyez, on a uniquement le personnage et plus le fond. Cependant, votre image garde les mêmes proportions. On a juste une partie, tout ce cadre-là qui est invisible. Je dois quand même vous prévenir que la couche alpha n'est pas prise en compte par tous les formats de fichiers. Parce que quand on va finir notre dessin, on va vouloir l'exporter, vu que de base il est en PSD, donc un fichier qui n'est pas lisible avec des lecteurs d'images classiques. Et donc il va falloir éviter certains formats, notamment mon pire ennemi, le JPEG, et privilégier le PNG. Nous voilà donc dans l'interface de Photoshop. Elle se constitue de plein de petites zones qui peuvent être modifiées, déplacées, interchangées, de plein de manières différentes. Sachant que les éléments affichés actuellement ne représentent pas du tout l'entièreté des panneaux disponibles sur Photoshop. Il y en a plein d'autres que vous pouvez choisir d'afficher ou non et je vous les présenterai plus tard. Je vais d'ailleurs moi-même en retirer quelques-uns, soit pour que ce soit plus digeste pour les débutants, soit parce que je trouve qu'ils servent à rien. On se retrouve donc avec une zone de dessin, des calques, les propriétés de ces calques, des outils, les propriétés de ces outils, une palette de couleurs et l'enfer. Non, sérieusement, j'ai plein de choses à dire sur ces onglets, mais pour que ce soit plus digeste pour le moment, on va un petit peu les esquiver et se contenter de quelques raccourcis très importants.
On a donc CTRL S pour sauvegarder en PSD, sachant qu'il y a aussi une sauvegarde automatique, donc pas de panique en cas de crash. CTRL Maj S pour enregistrer sous un autre nom ou sous un autre format, comme le PNG ou le JPEG. Je dois aussi vous prévenir que sur certaines versions de Photoshop, il faut appuyer sur CTRL ALT S pour changer le format, sinon ce ne sera pas disponible dans les paramètres. Et vu qu'on est sur un ordinateur, on a accès aux raccourcis habituels comme copier, couper, coller et surtout le CTRL Z qui est le raccourci qu'on aimerait avoir dans la vraie vie une fois qu'on y a goûté dans Photoshop. Pour ceux qui savent pas, le CTRL Z permet d'annuler une action, donc un trait, un recadrage, une transformation. Bref, c'est très pratique et vous pouvez aussi rétablir une action avec CTRL Maj Z. Avec toutes ces infos en tête, on va se poser sur chacune des zones que j'ai citées juste avant. En plein milieu, on a le projet. C'est un espace pour l'instant blanc, vu qu'on l'a choisi dans les paramètres de création de fichiers, dans lequel vous allez passer la plus claire partie de votre temps, vu que c'est là que vous allez dessiner. En haut de cette partie, on a des petits onglets qui correspondent au titre de vos fichiers, et c'est via ces onglets que vous pourrez choisir sur quel projet vous travaillez, car dans Photoshop, vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Dans cette zone, vous pouvez aussi afficher les mesures de votre image avec CTRL R, vous permettant d'avoir une idée de l'échelle de chaque élément, mais aussi de sortir des petits repères en faisant CTRL-clic gauche ici et en glissant votre souris. Alors, ils n'apparaîtront pas sur le dessin final, mais vous pouvez les déplacer en appuyant sur CTRL et les retirer en les remettant à leur place. Ensuite, on a les outils. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer que les essentiels, et on va commencer avec les outils de dessin. On a d'abord le pinceau qu'on peut dégainer avec le raccourci B. C'est l'outil de base pour dessiner. Il se présente sous la forme d'un rond qui pourra être flou ou net, mais il peut se décliner sous n'importe quelle forme avec un petit peu de personnalisation. Vous aurez d'ailleurs accès à une bibliothèque recensant tous vos pinceaux actuels ici. Tout ça, on appelle ça des brushes. Vous pouvez en trouver énormément sur internet, en créer vous-même ou vous contenter de ceux de base de Photoshop. Et si on jette un petit coup d'œil à ce qui se passe au-dessus de la bibliothèque, on va avoir épaisseur qui va vous permettre de changer la taille de votre pinceau et dureté qui va pouvoir décider d'à quel point il est net. Attention, la dureté est réservée aux pinceaux généraux de Photoshop, autrement dit, le rond qui est de base inclus dedans. Maintenant, je trouve pas ça super pratique de changer la taille de son pinceau en cliquant à chaque fois en haut à gauche et en sélectionnant l'épaisseur, mais vous pouvez ajouter des raccourcis avec des touches de clavier. Pour faire ça, allez dans Fenêtre, Espace de travail, Raccourcis clavier et Menu, et sélectionnez les outils. En scrollant un peu, vous tomberez sur Diminuer l'épaisseur du pinceau et Augmenter l'épaisseur du pinceau. Moi, j'ai assigné respectivement les touches 2 points et point d'exclamation. Une fois vos touches choisies, appuyez sur OK et c'est bon. Vous pouvez ajouter autant de raccourcis que vous voulez, mais essayez de les intégrer petit à petit parce que sinon ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup. Maintenant, revenons à notre outil. On a l'opacité qui va définir si nos traits sont transparents ou opaques, le flux qu'on va ignorer parce que personne ne l'aime, le lissage qui va atténuer les tremblements de votre main et les options de symétrie qui vous permettent de faire une image symétrique. Il y a également 2 petits boutons, celui-ci et celui-là, qui vous permettent très facilement d'ajouter des fonctions de pression à votre brush. Quand on utilise une tablette graphique, celle-ci va détecter la force que vous utilisez pour appuyer sur votre écran. Si vous activez le premier bouton, l'opacité de votre trait variera en fonction de la pression de votre stylet. Si vous appuyez sur le deuxième, ce sera la taille. Mais ces 2 options peuvent être réglées bien plus précisément dans les paramètres du pinceau qu'on abordera une autre fois. Maintenant, je vais vous demander d'appuyer sur la touche E de votre clavier pour vous retrouver avec la gomme qui fonctionne exactement comme le pinceau, sauf que cette fois, ça efface. Ensuite, si on appuie sur I, on se retrouve avec la pipette qui vous permet de récupérer une couleur sur votre image. De base, elle est en échantillon ponctuel, ce qui signifie qu'elle va récupérer l'exacte couleur du pixel sur lequel vous allez cliquer, mais vous pouvez aussi la mettre en mode moyenne, ce qui va vous permettre de faire un échantillon un peu plus général d'une zone sélectionnée. Et juste à côté, dans échantillon, je vous recommande d'utiliser soit le mode tous les calques qui va vous permettre de récupérer la couleur que vous voyez à l'écran, soit le mode calque sélectionné qui va vous permettre de récupérer la couleur qui est présente sur le calque sur lequel vous vous situez à ce moment-là. Pour faire un exemple, si vous avez un calque rouge avec par-dessus un calque noir, le mode tous les calques va récupérer la couleur noire, parce que c'est celle que vous voyez, quand le mode calque sélectionné va prendre la couleur du calque qui est rouge si vous êtes positionné dessus. Ça vous permet donc de récupérer une couleur sans avoir à cacher tous les calques qui sont au-dessus. Finissons le tour des outils de peinture avec le doigt. Le doigt, il vous permet d'étaler vos couleurs, il va pas ajouter de matière mais il va les mélanger. Appuyons maintenant sur la touche M, ça vous donne l'outil rectangle de sélection. Les outils de sélection, ils vous permettent de travailler sur une zone choisie sans affecter le reste. Je m'explique. Si je prends mon pinceau et que je trace un trait alors que j'ai défini une zone, je ne pourrais pas dépasser de celle-ci. Et ça s'applique avec plein d'autres outils différents. Si je prends par exemple l'outil déplacer,
seule la zone sélectionnée bougera. Et si je prends l'outil pot de peinture qui permet de remplir une zone en un seul clic, seule la zone sélectionnée sera remplie. Les outils de sélection arrivent sous différentes formes. On a le rond, on a le rectangle, mais on a également le lasso qui vous permet de tracer librement une zone à sélectionner. On a aussi le lasso magnétique qui lui va suivre des éléments présents sur le dessin afin d'essayer de faire une sélection la plus précise possible tout en allant vite. Vous l'avez compris, les outils de Photoshop sont très nombreux et leurs fonctions s'entrecroisent très souvent. Il en va de même pour les paramètres dans lesquels beaucoup d'options sont récurrentes. Il y a aussi un outil un petit peu caché mais très utile que vous pouvez utiliser avec CTRL-T, c'est l'outil transformation. Il va créer un cadre autour de votre dessin ou votre sélection que vous pourrez déformer en attrapant les petits carrés qui le constituent. Avec un simple clic gauche, seule la taille et l'angle de l'élément seront modifiables. En maintenant Shift en même temps, vous serez en mesure d'étirer ou d'écraser les segments. Et en maintenant CTRL, vous pourrez déplacer les petits carrés librement. Il y a aussi un mode de cet outil que j'aime particulièrement qui est le mode déformation. Faites un clic droit, sélectionnez-le, et vous voilà avec une grille que vous pouvez déformer et fractionner à volonté. Avec le clic droit, vous pouvez d'ailleurs inverser horizontalement et verticalement l'objet, ce qui peut être très pratique. Il me reste maintenant 3 outils importants à vous présenter. Je les appelle les outils de prise en main de l'espace de travail. En appuyant sur la touche Z, on tombe sur le zoom. En appuyant sur la touche R, on tombe sur la rotation. Et en maintenant la touche espace appuyée, on va pouvoir se déplacer dans l'espace. Voilà, je pense que c'est tout pour les outils les plus utiles. Maintenant, libre à vous d'aller tout explorer, il y a plein de choses hyper intéressantes que vous allez trouver par vous-même. On va maintenant passer à la palette de couleurs. Alors, si votre palette ne s'affiche pas de la même manière que moi, vous pouvez appuyer sur les 3 petites lignes en haut et choisir cube de teinte. Cependant, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à toutes les palettes disponibles et à choisir celle que vous préférez. La couleur que vous choisissez va s'afficher ici. Et si vous appuyez sur X, vous allez passer sur la couleur du carré qui est derrière. C'est super pratique si vous voulez alterner entre 2 couleurs sans avoir à toujours récupérer la valeur de l'une, puis de l'autre, et encore de l'une, et encore de l'autre. Enfin, on a les calques. Je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que c'est l'outil qui nous a le plus donné envie de passer au numérique. Ça et le CTRL Z. Mais pour les néophytes, c'est quoi un calque ? Un calque, c'est une image transparente sur laquelle on va dessiner. Vous vous souvenez en primaire du papier calque ? C'est un peu la même chose, mais en vraiment transparent. Et ces calques, vous pouvez les superposer les uns aux autres pour constituer une image tout en gardant chaque élément séparé. À la création de votre fichier, Photoshop va automatiquement créer un calque. Ici, on a choisi de faire un calque blanc, et tous les autres calques vont s'empiler dans cette zone. Le calque le plus haut étant le premier plan et le calque le plus bas étant celui qui passe derrière les autres. Personnellement, je m'organise de la manière suivante. Je vais créer un calque pour le croquis, parfois un autre calque par-dessus avec un croquis plus détaillé, des calques pour chaque aplat de couleurs, avec les objets les plus proches au-dessus et les plus lointains en dessous, des calques pour les effets de lumière et un calque pour le line. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais vous avez l'idée générale. Pour créer un nouveau calque, on clique ici. Pour en supprimer un, c'est là, et pour regrouper plusieurs calques, c'est le petit dossier ici. Vous pouvez également choisir de faire apparaître un calque ou non avec le petit œil là. Et pour montrer un peu mieux le fonctionnement des calques, je vais en créer un, appuyer sur la touche B qui est le pinceau, et faire un gros rond. Ici, on peut ajuster l'opacité de notre calque. Là, on peut changer son mode de fusion. Alors, normalement, l'opacité, vous l'avez déjà croisé sur Photoshop, donc vous savez ce que ça implique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le mode de fusion ? Le mode de fusion, c'est la manière dont le calque va interagir avec les couleurs situées en dessous de lui. Photoshop en recense plein, et je peux que vous encourager à aller les checker par vous-même, mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns qui sont quand même particulièrement utiles. Normal, c'est le mode de base. Les couleurs vont se superposer de manière tout à fait classique, et si le calque a une opacité de 100%, on ne verra plus ce qui se situe en dessous de lui. Produit, c'est le mode de calque le plus utilisé pour faire des ombres facilement. Je vous en parle souvent dans mes tutoriels, il va vous permettre d'instaurer une ambiance cohérente tout en fonçant l'image et en l'aidant à tendre vers une couleur que vous aurez choisie. Ici, c'est comme si on était repassé sur le premier cercle avec un marqueur. Sur le fond blanc, le bleu est normal, mais sur notre aplat, tout est plus foncé. Ensuite, je vais regrouper superposition, incrustation, lumière tamisée, lumière vive et lumière crue comme des calques de lumière. Leur taf, ça va être d'éclaircir votre image, de créer de la lumière et je vous recommande d'à chaque fois les tester un par un pour bien comprendre comment chacun fonctionne. Enfin, je citerai saturation, qui va rendre le calque du dessous aussi saturé que le calque du dessus, qui lui est en mode saturation. Et dans la même veine, couleur et luminosité vont assigner respectivement la couleur et la luminosité du calque du dessus sur le calque du dessous. Dans l'interface de calque, on a aussi ce petit bouton qui vous permettra de faire un verrouillage alpha. Le verrouillage alpha, il vous permet de redessiner par-dessus vos couleurs déjà existantes sans déborder de ce que vous avez déjà fait. Il bloque l'alpha qui est déjà présent sur le calque. Je vous montre ça rapidement. Je vais faire un gribouillis. Je verrouille l'alpha du calque. Si je change de couleur et que je refais un trait par-dessus, rien ne déborde.
Dans la même veine, on a les masques de calque. Vous vous souvenez de la couche alpha, qui se présentait en nuances de gris dont je vous avais parlé plus tôt? Eh bien on a un outil qui va vous permettre de littéralement dessiner cette couche. Je vais importer un dessin ici. Si j'active cette option, on a une petite prévisualisation de l'alpha qui apparaît ici. Et je pourrais choisir moi-même ce que je veux voir ou non. Vous pouvez aussi commencer à jeter un œil à la fenêtre de propriété, qui est un peu la meilleure copine de la fenêtre de calque. Celle-ci va généralement afficher des options et des informations concernant le calque sur lequel vous êtes en train de travailler. Ici, on peut par exemple limiter l'impact de la couche alpha. On peut aussi l'inverser, bref, n'hésitez pas à fouiner un peu dans ce que Photoshop vous propose. Enfin, si vous faites une sélection et que vous créez ensuite une couche alpha, celle-ci aura la forme de votre sélection. Similaire à cet outil, on a une autre option qui est hyper importante dans Photoshop, qui est le masque d'écrêtage. Je reprends mon premier gribouillis. Si je crée un calque au-dessus de mon premier calque et que je le mets en mode masque d'écrêtage, tout ce que je dessinerai dessus ne débordera pas du dessin en dessous. Et l'une des premières utilisations qu'on peut faire de cet outil, c'est par exemple si vous avez un aplat qui représente la couleur de votre personnage et qu'ensuite vous voulez dessiner les ombres de ce personnage. Le masque d'écrêtage vous permettra de dessiner ces ombres sans jamais déborder. Et vraiment, dites-vous que plus vous séparez votre image en calque, plus vous serez en mesure de faire des retouches facilement tout du long de votre processus créatif. Donc vraiment, ça vous arrange d'avoir plein de calques. Alors essayez d'ordonner et de renommer un minimum vos calques, sinon ça va être vraiment le bordel. Pensez aussi au fait que plus vous avez de calques, plus votre PC risque d'avoir du mal à fonctionner correctement, parce que c'est super lourd au bout d'un moment. Mais vraiment, il vaut mieux avoir trop de calques et ensuite les fusionner que pas assez et galérer au moment où on a besoin de bouger tel élément séparément d'un autre, où on doit repeindre tel truc parce qu'en fait on aurait dû le séparer en calque et on l'a pas fait. Bref, vraiment, c'est moins de problèmes. J'en profite aussi pour vous dire qu'en faisant un clic droit, vous pouvez assigner des couleurs à vos calques, et en faisant un double clic sur leur nom, vous pouvez les renommer. Pensez aussi à faire des groupes si ça peut vous aider à y voir plus clair. Maintenant, si comme moi vous en êtes encore au stade où vous allez créer des milliards de calques sans jamais les renommer, parce que vous avez la flemme, assumez au bout d'un moment, vous pouvez appuyer sur la touche V, puis maintenir Alt et faire un clic gauche sur l'élément du dessin dont vous voulez retrouver le calque. Et normalement, vous devriez retrouver vos petits plus facilement. Le dernier élément que je vais vous présenter dans cette zone-là, c'est les calques de réglage. Alors, si je clique ici, Photoshop va vous proposer plein de petits calques spéciaux que vous pourrez rajouter et situer là où vous voulez dans votre organisation de calques. Ces calques vous permettront d'ajuster les couleurs. Le plus utile à mes yeux, c'est teinte saturation. Si je clique dessus et que je regarde dans Propriétés, j'ai plein de petits curseurs qui vont s'ajouter, et ces curseurs vont me permettre de faire des ajustements de couleurs. Ils vont me permettre de faire des calques plus saturés, moins saturés, de changer un rouge en bleu. Bref, ça reste des modifications assez basiques, mais qui peuvent vous arranger de temps en temps. Et comme vous pouvez l'observer, ces calques ont automatiquement un masque alpha, qui vous permettra de choisir où est-ce que les réglages vont être appliqués ou non. N'oubliez pas aussi l'existence du masque d'écrêtage, qui va vous permettre d'appliquer toutes ces modifications uniquement sur un élément. Alors perso, j'aime beaucoup les calques de réglage parce qu'ils nous permettent de faire ce qu'on appelle des modifications non destructives. C'est-à-dire que tout ce qui sera fait avec pourra être annulé à n'importe quel moment de votre processus créatif. Si par exemple, à un moment, je veux que le pelage de mon personnage soit d'une autre couleur, je peux tout à fait revenir en arrière sans avoir à annuler tout ce qui a été fait entre-temps, juste en cachant mon calque. Alors que si j'avais repeint manuellement la zone, j'aurais dû encore une fois repeindre ou annuler une quarantaine de mouvements différents. Mais notez que vous pouvez quand même utiliser ces outils de manière destructive et directement sur le calque de votre choix via différents raccourcis. Par exemple, pour l'outil teinte saturation, ce sera CTRL U. Je pense que c'est tout pour l'interface générale. Bien évidemment, j'ai pas tout abordé, et n'hésitez vraiment pas à farfouiller un petit peu partout. Il y a plein d'outils très utiles, comme l'outil texte, l'outil recadrage, ou même l'outil navigation, qui vous permet d'avoir une fenêtre de prévisualisation de votre image pendant que vous êtes en train de zoomer à 500% sur l'orteil de votre personnage pour le dessiner. Vous voilà maintenant prêt à dessiner sur Photoshop. J'espère que tout est clair, même si c'est normal d'être encore un petit peu paumé face à autant d'informations. Et c'est en pratiquant que vous arriverez réellement à maîtriser le logiciel et à être à l'aise avec. Si vous avez encore des questions par rapport à un outil particulier que je n'aurais pas abordé, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum, voire de faire des vidéos sur les sujets un peu longs à aborder par message. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le prochain tuto.